Alors, le mode de fabrication et de préparation du thé va varier en fonction des familles de thé. Les étapes vont être différentes en fonction des familles de thé. Donc, je vais vous l'expliquer par famille. Donc, tout d'abord, par rapport à la famille des thés verts, il faut savoir que, je vais l'expliquer dans les grandes lignes, mais chaque région, voire chaque village a son procédé de fabrication typique. Et c'est un procédé qui se transmet de génération en génération. Il y a les secrets de fabrication. Donc, on connaît les grandes étapes que je vais vous évoquer là. Donc, pour la préparation du thé vert, donc les cueilleuses, les femmes, en général, ce sont toujours des femmes, vont cueillir le thé donc le matin avant l'aube pour que le thé ne soit pas, les feuilles de thé ne soient pas encore exposées au soleil. Donc, elles commencent très tôt. Lorsque le thé est ramené à la production, donc à la ferme hein, où on va le fabriquer, le travailler, donc la première étape, quelle que soit la famille de thé, les feuilles vont subir une étape, ce qu'on appelle le flétrissage, c'est-à-dire que les feuilles sont étalées sur des nattes de bambou à l'air libre pour que la rosée s'évapore des feuilles. C'est donc cette première étape, le flétrissage. Ensuite, pour les thés verts, donc les thés verts vont subir, une étape, qui s'appelle la torréfaction. Cette étape est très importante puisqu'elle va permettre de détruire l'enzyme responsable de l'oxydation. Donc on va passer les feuilles dans un gros séchoir. Alors en Chine, c'est en général des gros tambours ou des gros séchoirs, puisqu'ils travaillent encore de façon, manuelle et on va passer les feuilles pendant 20 à 30 secondes à une température de 100 degrés. Donc ça va stopper l'oxydation. Une fois cette étape passée, on va passer à l'étape du roulage. Alors là, en fonction des feuilles et du thé qu'on va vouloir façonner et fabriquer, il existe différents types de roulage. Mais en règle générale, le roulage se fait dans des espèces de gros wok, chauffés avec des braises en dessous. Donc là, c'est une technique manuelle. C'est très difficile parce que, il faut mettre les mains, au chaud en fait dans le wok et rouler les feuilles de façon très précise et à la fois de façon très délicate parce que il faut savoir que la façon dont va être roulé, le thé, en fonction dont on va rouler les feuilles et la forme qu'on va leur donner, la liqueur que va produire le thé sera différente. C'est-à-dire que plus on va façonner la feuille de thé de façon légère, plus on va avoir des notes fleuries, délicates, plus les feuilles de thé vont être façonnées de façon plus travaillée, plus roulée, plus le thé va développer des notes corsées. Donc cette étape est très importante sur la fabrication des thés verts. Ensuite, le thé, une fois que le thé est façonné, on va passer à l'étape du séchage. Les feuilles de thé vont être mises dans une pièce à une température bien précise pour être déshydratées, ce qui va permettre au thé de se conserver et de pouvoir être exporté. Donc ensuite, le thé est trié, emballé et il est prêt pour l'export. Voilà pour la famille des thés verts. Ensuite, vous avez la famille des thés blancs. En Chine, on appelle le thé blanc le thé des paresseux. Pourquoi? Parce que c'est celui qui demande le moins de fabrication, moins de temps de fabrication, puisque, comme je l'ai évoqué précédemment, donc cette famille de thé est essentiellement travaillée avec les bourgeons. Donc on récolte le thé, on étend les feuilles de thé sur des nattes pour faire évaporer la rosée. Voilà. Et ensuite, le thé est séché naturellement à l'air libre, étrié, emballé et prêt à partir à l'exportation. Donc pour continuer avec les procédés de fabrication des différentes familles, donc nous allons parler de la famille des thés bleus, les thés oolong. Donc je rappelle que le mot oolong veut dire dragon noir en chinois.
On l'appelle dragon noir parce que les feuilles sont d'un brun, peuvent être d'un brun, bleu noir, assez foncé. Donc cette famille de thé subit, différentes transformations également, donc l'étape du flétrissage, hein, comme le thé vert. Ensuite, nous allons, avoir l'étape de l'oxydation qui est vraiment l'étape la plus importante pour la création de cette famille de thé, de ces thés. Il faut savoir que les thés bleus ont un procédé de fabrication beaucoup plus travaillé, beaucoup plus élaboré qu'un thé vert ou qu'un thé rouge. Donc cette étape de l'oxydation est très importante parce qu'elle va permettre de neutraliser l'enzyme de la théine, ce qui va rendre donc ce thé quasiment déthéiné et donc lui conférer son action contre la tension nerveuse, permettre d'abaisser la tension nerveuse. Donc cette étape d'oxydation se passe dans une pièce, donc on va étendre les feuilles de thé dans une pièce chauffée à 85 degrés avec un taux d'humidité très fort pendant plusieurs heures. Alors, en fonction du degré d'oxydation qu'on va vouloir donner à nos feuilles, on va les laisser plus ou moins longtemps. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet parce que chaque production a son rythme et a ses durées déterminées. Ensuite, donc après l'étape de l'oxydation, on va passer à l'étape de la torréfaction pour tuer l'enzyme de l'oxydation justement, hein, donc comme le thé vert, on va cuire les feuilles. Alors cette fois sur les thés bleus, les feuilles sont passées dans des fours à 200 degrés pendant 15 secondes. Donc on les cuit beaucoup plus chaud qu'un thé vert et ensuite les feuilles vont être triées, emballées et prêtes à partir, à l'exportation. Enfin, donc la famille des thés rouges. Donc les thés rouges, ce sont des thés complètement oxydés. Donc les feuilles de thé vont subir cette fois l'étape du flétrissage va durer beaucoup plus longtemps. On va, une fois les feuilles récoltées, elles vont être étendues dans des pièces avec un taux d'humidité très important pendant une durée, ça peut varier de 1 à 4 heures, ce qui va permettre en fait aux feuilles de s'oxyder rapidement. C'est comme si, les feuilles, dans le jargon, on peut dire, les faire, ramollir, flétrir. Elles vont prendre cette teinte marron naturellement et ensuite les feuilles vont être torréfiées. Donc on va les torréfier à plus basse température, mais beaucoup plus longtemps. En fonction des grades de thé que l'on veut obtenir, on va les cuire différemment très longtemps. Par exemple, sur, des grands crus de thé rouge chinois, parce qu'on a quand même quelques jardins en Chine, sur lesquels on va fabriquer des grands crus de thé rouge. Le procédé de fabrication du thé rouge peut durer jusqu'à 24 heures. On va cuire les feuilles quelques heures à 20 degrés, les laisser reposer, puis les recuire quelques heures. On monte en température à 35 degrés et ainsi de suite. Donc c'est un procédé de fabrication très long quand même. Alors sachant que sur les thés, indiens, on va, hormis les très grands jardins de Darjeeling ou de Ceylan également, le procédé va être, beaucoup plus rapide. On cuit les feuilles de façon plus rapide, plus expéditive. Et ensuite, les feuilles de thé sont triées et à nouveau emballées. Les pu'ers. Donc, les pu'ers sont une famille de thé à part entière, tout comme le thé vert, le thé rouge ou les thés bleus. Le pu'er, c'est une ville hein, qui se situe dans la région du Fujian et qui est à l'origine d'un marché très important. Donc, les thés pu'er ne sont pas cultivés à Pu'er même, mais dans les jardins environnants. Il existe deux types de fabrication des pu'ers. Traditionnellement, c'est le pu'er cru, donc un thé qui est préparé depuis des années et des années. C'est un thé qui est façonné en forme de galette. Les pu'ers crus
se transmettent traditionnellement de génération en génération parce que l'on dit que pour qu'un puer soit arrivé à maturité, on le fait bonifier comme le bon vin, il doit avoir au minimum 20 ans d'existence, 20 ans d'âge. Plus récemment, nous avons mis en place un nouveau procédé de fabrication qui est le puer cuit. Pour cuire un puer, donc lorsque les feuilles de thé sont cueillies, ramassées, elles sont amassées en tas dans une pièce avec un taux d'humidité très important. On va arroser le tas de feuilles de thé et le recouvrir d'une bâche, et cela pendant plusieurs jours, de façon à ce que se développent des bactéries au sein même du thé, comme le fromage finalement, comme on va faire affiner un fromage. Donc des bactéries vont se développer, une odeur très forte va également se développer. Et une fois que le taux de bactéries sera assez important, les feuilles de thé vont être torréfiées. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va les compresser de nouveau en galettes et les développer pour l'exportation, pour la vente. Il y a un commerce très important autour du puer. Par contre, dans les faits, il est très difficile, même lorsqu'on va en Chine, de trouver des galettes avec une certification au niveau de l'âge. Sur les puers cuits, actuellement, il y a normalement une interdiction de vendre des galettes de thé puer qui a un minimum de 5 ans d'âge, 5 à 7 ans d'âge. Mais dans les faits, il est très difficile de vérifier la véracité de l'âge de maturité d'une galette. Ce qu'on conseille le plus souvent, c'est d'acheter une galette et de la laisser se bonifier et pour arriver à maturité. Donc vous pouvez la laisser vieillir en cave comme un vin. Et cette bonification, le fait de faire vieillir un thé est vraiment valable et spécifique au thé puer. Les autres thés, les autres familles de thé ne se conservent pas si longtemps. En moyenne, on peut conserver un thé 1 an et demi, si on est sur une bonne récolte et un bon jardin. Alors, effectivement, à tort, on en entend souvent, il y a eu beaucoup d'articles de faits sur les vertus, les bienfaits du rooibos, de ce thé rouge sans théine. Il faut remettre la vérité en place. Le rooibos n'est pas du thé. Donc, c'est une plante d'Afrique du Sud que l'on fait infuser comme du thé. Donc effectivement, il ne contient absolument pas de théine puisque ce n'est pas la même plante. Donc le rooibos est cultivé au nord en fait du Cap. C'est à peu près les jardins de rooibos sont à 200 kilomètres au nord du Cap. Le rooibos, donc, c'est un petit arbuste qui peut atteindre environ 1,50 m de hauteur, qui est composé de fines branches. Donc à la floraison, en fait, au printemps, il aura de petites feuilles et il est composé de petites aiguilles. En fait, c'est ces aiguilles que l'on va récolter et faire infuser.